La parole à Monsieur Violent. Merci Madame la Présidente. Deux événements majeurs qui ont impacté la vie des Ligériennes et des Ligériens ces derniers mois viennent nous rappeler toute l'importance des transports ferroviaires du quotidien. D'abord la hausse brutale du prix des carburants, conséquence de la guerre entre les États-Unis et l'Iran, et puis ensuite la canicule, manifestation du dérèglement climatique. Lorsque le prix de l'essence explose, le train devient une question de pouvoir d'achat. Et je crois qu'il n'est pas nécessaire de rappeler ici qu'un report de la voiture vers le train est l'un des leviers pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, à la fois lutter contre le réchauffement et s'adapter. Et notre responsabilité collective est donc claire. Anticiper, investir et organiser le transfert de la voiture vers les transports collectifs à chaque fois que cela est possible. Et pour cela, évidemment, il faut une politique ambitieuse, notamment en matière ferroviaire et d'attractivité tarifaire. Or, après 9 années à la tête de notre région, quel est votre bilan? En matière ferroviaire, vous avez consacré l'essentiel de votre énergie et celle des services à la mise en concurrence à marche forcée du réseau. Nous vous avions alerté sur les conséquences de ce choix. Nous avons dit, il y a plusieurs années déjà, dans le mandat précédent, que derrière les promesses de performance se cachait une réalité beaucoup plus complexe et beaucoup plus coûteuse. Vous ne nous avez pas écouté, mais ceci est dorénavant très bien documenté dans un rapport d'information sénatoriale qui vient de sortir, je vous invite à le lire, en mai dernier, qui fait un premier bilan de la mise en concurrence. Et sa rapporteure spéciale, Madame Carrère-Gé, est membre du groupe des Républicains, donc vous allez sans doute écouter attentivement ses conclusions, plus que les propos de votre opposition. Ce rapport, et je le cite, parle d'un risque de balkanisation coûteux pour le système ferroviaire. Il évoque des plateformes qui se développent de façon indépendante, sans garantie d'interopérabilité. L'ouverture à la concurrence, dit ce rapport, fait aussi peser un risque sur la continuité des lignes TER interrégionales. Mais que dit ce rapport, par ailleurs, sur votre argumentaire essentiel, les finances? Que la SNCF assurait des missions mutualisées qui doivent être prises dorénavant en charge par les régions qui ont fait ce choix. Que le cumul de ces dépenses, et je cite toujours, nouvelles, peut s'avérer supérieur au montant consacré auparavant par la SNCF. Que pour certaines régions, cette mise en concurrence se traduit par des dépenses nouvelles significatives, par exemple avec des ateliers de maintenance, suivez notre regard, sans compter la nécessité de renforcer les services et de faire appel de nombreuses AMO. Et comme je ne veux être trop long, je ne vais pas vous citer tout le rapport, mais je peux vous citer sa conclusion. Il conclut, et je cite, par l'impréparation du saut dans le modèle concurrentiel, en raison d'une confiance excessive dans le pouvoir magique de la mise en concurrence. C'est exactement ce que nous vous avions dit il y a quelques années. Alors, je le rappelle, on vous avait alerté et les faits nous donnent aujourd'hui raison au-delà de ce rapport. Parce que dans notre région, que constatons-nous? Des dizaines de millions d'euros dépensés pour organiser la concurrence, des années de travail administratif, des cabinets de conseil, des procédures juridiques, des appels d'offres, des équipes mobilisées. Pour quel résultat? Quel résultat? Le premier lot, une filiale de la SNCF choisie. Le second, l'appel d'offres de l'Étoile Mancel, déclaré infructueux. Un deuxième atelier de maintenance à Nantes qui accumule les retards et dont les coûts ne cessent de dériver. Et pendant ce temps, aucun saut qualitatif visible pour les voyageurs. Parce que pendant que vous pensez organiser le marché, vous n'organisez pas le développement du service public. Pendant que vous construisez des procédures, les usagers, déjà que ça risquait d'être une formidable usine à gaz. Eh bien, l'exemple est parlant. Ce schéma n'en finit pas d'être en chantier. Des dizaines de millions d'euros investis, des années de développement, des retards à répétition, des difficultés de compatibilité avec les différents opérateurs. Et au bout du compte, que va-t-il apporter concrètement aux voyageurs? Pouvoir acheter un billet TER. Exactement ce qu'ils font déjà. Personne ne réclamait cela, une nouvelle application pour acheter un billet qu'on peut déjà acheter. Les usagers ne demandent pas cela, ils demandent davantage de trains, ils demandent des tarifs plus accessibles, ils demandent des guichets ouverts et une présence humaine dans les gares. Voilà la réalité. La mise en concurrence n'a pas produit davantage de services publics, elle a produit d'ores et déjà davantage de complexité. Et pendant ce temps, les tarifs, eux, ont augmenté. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble des hausses que vous avez fait ces dernières années, mais au point même de décourager certains usagers de prendre les transports collectifs. Un petit exemple, mais très important, vous décidez l'augmentation des tarifs pour l'Île-Dieu, encore cette année. Franchement, si la hausse est peut-être modérée après ce qui s'est passé l'année dernière, vous auriez au moins pu
stabiliser les tarifs pour les résidents. Admettons pour les touristes, mais pour les résidents, vous auriez pu stabiliser les tarifs. Ça aurait été une mesure de bon sens sur un moyen de transport indispensable. Autre exemple, Roch Brancourt vient de l'évoquer, votre dernière idée, d'aligner les tarifs pour les élèves en regroupement pédagogique sur celui des circuits scolaires. Nous nous y sommes opposés. Et s'il n'y avait pas eu la mobilisation des familles, des élus locaux et de nombreux maires, y compris proches de votre majorité, vous nous auriez sans doute accusés de dogmatisme. Mais finalement, vous avez reculé, comme d'habitude, un peu. La hausse sera étalée, mais elle demeure. Vous écoutez parfois, un peu, mais si peu. Pourtant, Madame la Présidente, une autre politique est possible. Alors, je vois d'ici la réponse ou de Julien Mavel ou de Roch Brancourt, qui vont me répondre que la fréquentation des TER, par exemple, augmente, c'est vrai. Encore que là, on a une augmentation légère. Mais enfin, elle augmente. Mais elle augmente beaucoup moins qu'ailleurs. Je ne vais prendre qu'un seul exemple, la région Occitanie. Billets à 1 € pour les salariés. Week-end à 1 € pour tous. Gratuité pour les jeunes de 12 à 26 ans. La région Occitanie est aujourd'hui celle où la fréquentation des trains régionaux a le plus progressé depuis 2019, 68%. Et contrairement à ce que vous pourriez me rétorquer, cette politique n'a pas conduit à l'effondrement des recettes. Bien au contraire. L'augmentation du nombre de voyageurs a permis une progression significative des recettes commerciales, plus 48%. Parce que cette région a compris quelque chose de simple qui pourrait vous inspirer. Le meilleur moyen d'équilibrer un train, c'est d'y faire monter des voyageurs. Parce que le meilleur moyen de financer le ferroviaire, c'est de le rendre utile et accessible. Le meilleur moyen de décarboner les mobilités, c'est de faire du train un réflexe populaire. La concurrence, définitivement, Madame la Présidente, n'est pas une politique de transport. Une politique de transport, c'est créer des lignes, c'est acheter des trains, c'est rendre des billets accessibles. Bref, c'est investir dans le service public, tout ce que vous ne faites pas. Et c'est cette ambition qu'avec mes collègues du groupe du Printemps, nous allons continuer à défendre pour les Pays de la Loire. Je vous remercie. Bien qu'ils considèrent que les rapports... que les rapports parlementaires ne servent à rien et sont des inepties. Ce dont je viens de parler, c'est un rapport qui n'est pas paru avant la mise en concurrence. C'est un rapport qui date de mai 2026, qui s'appelle « Le bilan incertain de la concurrence ferroviaire sur les finances publiques », qui est signé par, donc je vais donner tous les noms, Claude Raynal, que tu connais sans doute, président de Haute-Garonne, socialiste, écologie et républicain, Marie-Claire Carrégé, rapporteur spécial Paris les Républicains, et Hervé Moret, rapporteur spécial Heure Union Centriste. Donc ce n'est pas un rapport polémique, ce n'est pas un rapport partisan, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc tout ce que j'ai dit sur ce qui est en train de se passer, tous les points que j'ai évoqués sont simplement notés dans ce rapport. Et tous les risques, ce sont des risques que j'ai soulignés il y a 5 ans ici. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce rapport signale aussi que les régions qui n'ont pas encore mis en concurrence ont vu aussi le coût de leur DSP baisser. Je le signale juste pour redire les choses. Et troisièmement, je tiens à disposition les 100 à 120 millions d'euros que coûte la mise en concurrence. L'atelier de maintenance, je ne sais plus où on en est, mais au moins autour de le deuxième à Nantes, au moins autour de 70 millions, et le complément est fait par les AMO et le schéma régional de distribution, qui lui-même est nécessaire par la mise en concurrence. Donc les objets identifiés en termes de coûts sont clairs.